Il se trouve que donc on a souvent oublié que officiellement le Brésil est découvert par les Portugais en 1500. C'est lorsque Cabral, qui se rendait aux Indes, en doublant le cap de Bonne-Espérance, en fait a touché les terres du Brésil. Maintenant, on pense savoir que les Portugais avaient déjà touché ces zones-là un petit peu avant, hein, mais je ne vais pas m'hasarder dans cette histoire. C'est le fameux traité de Tordesillas qu'on a fait déplacer la ligne méridienne qui partageait le monde entre les Espagnols et les Portugais. Et comme par hasard, quand les Portugais ont renégocié le traité en 1493, 14, oui, la première bulle du papal en 93. Voilà, ils le font déplacer de plusieurs X lieues à l'ouest, et comme par hasard, une partie du Brésil tombe dans l'escarcelle des Portugais. En tout cas, très tôt, un tas de bateaux vont sillonner les côtes brésiliennes, et en particulier les Français, notamment les gens de la région de Normandie, de Rouen et des ports normands, et vont commercer avec les indigènes, ou les sauvages, comme on les appelait, et en particulier ce qu'on a appelé les Tupinambas, qui étaient des peuples amérindiens qui vivaient dans la baie de Rio de Janeiro. Donc on a trace de fréquentation de marins normands de ces régions-là dès 1505, 1510, donc quasi synchrone de l'arrivée des Portugais. Ils vont commercer notamment pour récupérer du bois de Brésil, le bois rouge, hein, qui va servir notamment aux teinturiers de la région de Rouen pour les draperies et autres. Et donc, il va s'opérer vraiment un échange commercial, en quelque sorte. C'est une des spécificités de la colonisation française, avec les populations amérindiennes et les Tupinambas, où on va échanger des objets. Et ces Tupinambas vont fasciner les Européens, puisqu'en particulier, ils pratiquaient le cannibalisme. Et donc, lors de cérémonies très ritualisées, après des combats où on avait capturé des ennemis, on tuait l'ennemi capturé au combat et on mangeait sa chair, non pas pour se nourrir, contrairement à ce qu'on a pu raconter, mais en fait c'est pour prendre sa force. C'est vraiment une dimension symbolique et qui a été pu être racontée, y compris par Montaigne dans les essais. Il y a un fameux Des cannibales où il parle de ça. Bon, et donc il y a eu ces échanges entre Normands et Tupinambas, et des Tupinambas sont venus régulièrement en France. Il y a même une grande fête en 1550 à Rouen, pour l'entrée du roi Henri II à Rouen. Il y a une grande fête où il y a des Tupinambas, etc. Enfin, c'est assez incroyable. Et bien évidemment, avec eux vont aussi circuler des objets. Et en particulier, c'est les casse-têtes qui servaient au rituel cannibale. Et il se trouve que dans les collections aujourd'hui au musée des Quai Branly, mais héritées du musée d'ethnographie du Trocadéro et du musée de l'Homme, et auparavant qui était vraisemblablement dans le cabinet du roi, reste un casse-tête Tupinamba que pendant longtemps on a attribué à André Tevet. André Tevet, c'est le premier cosmographe des rois de France, et il a participé à la tentative avortée de colonisation française de la baie de Rio de Janeiro, qu'on a appelée la France antarctique, entre 1555 et 1560. Tout ça sur fond de guerre de religion. Et finalement, cette petite colonie française va être vite détruite par les Portugais. Et on connaît tous les détails, puisqu'il y a deux protagonistes qui ont raconté en long et en large cette histoire. C'est André Tevet d'une part, et Jean de Léry de l'autre côté, un catholique et un protestant. Et donc pendant longtemps, puisque Tevet mentionnait qu'il avait un casse-tête chez lui, qui lui aurait été offert par Cognambek, le chef Tupinamba de la région, il y a cette massue qui se trouve donc aujourd'hui conservée. On a pu dire que c'est l'épée de André Tevet. En fait, on ne saura jamais si c'est l'épée d'André Tevet. On appelait ça l'épée, hein. C'est un casse-tête, mais on appelait ça une épée. Et on a en fait repéré en France au moins 4 épées comme celle-ci. Autres, il y en a 3 au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye et une au cabinet de curiosité de Sainte-Geneviève, l'actuelle bibliothèque Sainte-Geneviève en face du Panthéon à Paris. On a étudié cette massue sous toutes les coutures, on l'a fait dater, on a fait des documents d'archives. On sait bien que c'est une pièce du XVIe siècle. Elle est vraisemblablement, effectivement, contemporaine de cette tentative de colonisation. Et effectivement, c'est une pièce assez fascinante, puisqu'on a un certain nombre de représentations, notamment les représentations de Hans Staden, qui est cet Allemand qui avait été capturé par les Tupinambas, et qui finalement en a réchappé, alors qu'il devait être tué et mangé, avec tout un tas de dessins. On voit toute la cérémonie, et on nous explique en détail en quoi cette massue était une sorte d'objet sacré, hein, la veille de l'exécution du prisonnier. La massue était installée dans une hutte spéciale. Toute la nuit, on dansait autour. On l'ornait de plumes. Voilà, c'était pas seulement c'était une arme, bien sûr, mais une arme très, très symbolique et qui ne servait qu'à ceci, à l'exécution
guerrier tué après être s'être vaillamment battu au combat, quoi. Donc c'est une pièce assez fascinante et elle est accompagnée dans nos collections d'une cape de plume, une cape de plume d'ibis rouge, qui ont aussi fasciné les Européens à l'époque, et donc un certain nombre de capes, il en reste à peu près 8 en Europe, dont une à Paris. Les autres sont en Italie, en Belgique ou au Danemark. Donc ces capes de plumes ont fasciné les Européens. Et très tôt, il y a eu comme ça du commerce de ces objets, ce qui m'a amené à publier un article que j'appelais Histoire de capes et d'épées. Et ça fait partie actuellement, à ce jour, des collections les plus anciennes, collections exotiques les plus anciennes connues, conservées en France, puis ce sont des objets qui arrivent en France vers 1550. On a peut-être la trace, on a une archive où on a un document qui dit que André Tevet aurait offert à un cardinal une cape de plume, lequel cardinal l'aurait offert au roi Henri II, et peut-être que la cape qui est aujourd'hui conservée est celle-ci.